Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une vidéo analyse théorie sur Crocodile. Comme vous avez pu le remarquer, elle est assez longue. Elle m'a pris un certain temps à monter et à écrire, c'est pourquoi pour une fois en début de vidéo je vous invite vraiment à la partager et à mentionner pour soutenir le travail. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît. J'aurai aussi une autre annonce à faire en fin de vidéo, c'est pourquoi je vous invite à rester jusqu'à la fin, quitte à la regarder en plusieurs fois vu qu'elle est assez longue. Bref, passons au sujet de la vidéo sans plus tarder. Crocodile. Tant de mystères entourent ce personnage qui est apparu assez tôt dans l'histoire, trop tôt à mon goût. Il avait été confronté à Luffy, et fut l'un des premiers, si ce n'est le premier, à vraiment lui en avoir fait baver, en le laissant aux portes de la mort non pas une, mais 3 fois. C'est à partir de l'affrontement face à Crocodile que Luffy a commencé à jouer dans la cour des grands, donc cet antagoniste a une place particulière dans l'œuvre. Au niveau de son objectif, ou plutôt de ses objectifs, on a des indications tout au long du manga. Par exemple, au chapitre 408, le Rainbow Color Trap de Miss Golden Week révèle que le rêve initial de Crocodile était de devenir roi des pirates. Information qui est confirmée dans le SBS du tome 78 qui explique que peu à peu, en étant confronté aux monstres du Nouveau Monde, et surtout en affrontant des pointures telles que Barbe Blanche, son objectif a changé, évolué. Suite à sa défaite dans le Nouveau Monde, il a cessé de viser son objectif initial, à savoir devenir le roi des pirates, et a plutôt commencé à viser des moyens de l'atteindre, comme gagner en puissance, s'éloignant donc ainsi malgré lui de son rêve de base. Oda suggère cette idée dans le SBS dont on vient de parler en disant, je cite, « Quand il était jeune, il se fit un nom, une réputation, comme Luffy et les autres le font actuellement. Mais il devint Shishibukai très tôt, entre 20 et 25 ans. Ensuite, il se battit avec Barbe Blanche mais subit une défaite. Au fil du temps, il avait un comportement de plus en plus étrange et son ambition a été d'aller au royaume d'Alabasta. » Bref, à Alabasta, il a monté un plan pour atteindre son nouveau but. Il a en premier lieu recruté un nombre conséquent de subordonnés, plus de 2000 durant toutes ces années. Ses rangs étaient vastes au point qu'il pouvait se permettre de liquider l'une des personnes les plus importantes de son organisation, Mr. Tree, sans le moindre remords, en disant même, je cite, qu'il a suffisamment d'hommes pour se permettre de ne pas se soucier des incapables, insinuant que tous ses subordonnés sont ses pièces et qu'elles sont toutes remplaçables. Il gérait son équipage comme s'il s'agissait d'une entreprise, et maintenait un esprit de concurrence entre les membres pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, afin qu'ils servent ses intérêts et son plan. Au tome 18, quand les plus hauts gradés de son organisation le rencontrent et lui demandent pourquoi lui, un corsaire, a créé une organisation comme la leur, il leur répond, je cite, « L'argent et l'honneur ne m'intéressent pas, c'est la puissance militaire que je veux. » Cette puissance, il comptait l'obtenir avec son plan, Utopia, qui tendait à lui faire obtenir Pluton ainsi que les reines d'Alabasta, qui lui garantissaient une armée encore plus grande et légitime. Il a expliqué pourquoi il souhaitait se la procurer au chapitre 193 en disant, je cite, « Pluton, on dit qu'un seul coup peut anéantir une île entière, sans laisser la moindre trace. Il dit qu'il la veut pour lui, et ajoute même, je cite, « Avec elle, je bâtirai sur ces terres la nation la plus puissante au monde. » Étant au début de Grand Line, c'est-à-dire là où il y a le plus de rookies encore en course, il comptait sûrement les recruter. Dans son monologue, il dit qu'avec sa nation et sa puissance, il comptait mettre plusieurs pirates sous sa coupe. Et il ajoute, je cite, « Fort de ces nouveaux effectifs, je pourrais même surpasser le gouvernement mondial. Ce serait une nation idéale. » Et quand Cobra lui rétorque que le GM ne le laissera jamais faire, Crocodile lui répond, je cite, « Probablement. C'est précisément pour cela que j'ai besoin de la puissance de Pluton. » Il compte obtenir sa puissance par la force et la garder par la force, tel un Yonko, mais dans la première partie de Grand Line. Les compétences de Crocodile sont assez larges. Outre ses connaissances en termes de navigation et de piraterie, il semble expert dans l'art de collecter les informations, et en temps de guerre, l'information vaut de l'or. Au chapitre 168, on a pu observer que son grand nombre de soldats dispatchés à Alabasta lui permettait, outre le fait de connaître les agissements des rebelles et de l'armée royale, de localiser des personnes et connaître leur emplacement. Par exemple, il a su directement que les Mugiwara étaient arrivés à Renbase, sa ville, car ses soldats les ont vus et ont informé Robin qui lui a donné l'information. Idem lorsque des pirates ont attaqué au chapitre 155 le port de Nanohana. Il a su avant même l'armée royale que des pirates pillaient ce port, et il y est allé avant l'armée royale pour sauver le peuple avant eux.
Il a aussi démontré cette capacité à collecter des informations à d'autres moments, comme pour Pluton au tome 22. Lorsqu'il voit le poneglyphe d'Alabasta, sa réaction semble indiquer que c'est le premier poneglyphe qu'il voit. Donc il n'a pas su que Pluton était là par le biais d'un autre poneglyphe qui aurait indiqué son emplacement. Il a su trouver cette information ailleurs, peut-être à travers la pègre ou d'autres contacts inconnus. Le fait qu'il sache que Pluton est sur Alabasta avait même choqué Cobra, car cette information semble se transmettre que de roi en roi. Même le gouvernement mondial ne doit pas être au courant, sinon ils auraient fait des pieds et des mains pour le récupérer comme ils l'ont fait sur Water 7 avec les plans de Pluton. Donc Crocodile est très fort dans ce domaine. Mais Crocodile ne sait pas juste collecter l'information, il sait aussi la manipuler. On a pu observer cette compétence à divers moments de l'arc Alabasta, comme par exemple au chapitre 169 lorsqu'il dit à Smoker qu'il compte le tuer et dire au GM qu'il est mort en affrontant Luffy, et ainsi duper le GM tout en gardant une bonne image le temps d'achever ses plans. On a un autre exemple de cette compétence au chapitre 172 lorsqu'il fait en sorte que Bonne Clé, déguisé en Cobra, agit de manière assez obscure pour que le peuple se retourne contre les Nefertari. Ce point, la manipulation, va nous permettre de passer vers une autre de ses compétences, la stratégie. Au chapitre 172, il dit que son plan a été dur à monter, entre le recrutement des hommes, le rassemblement des fonds et le minerai d'argent pour fabriquer la Dance Powder, ainsi que la destruction des infrastructures pour exaspérer les villages, ou encore l'infiltration de ces hommes dans l'armée. Pour un personnage de One Piece, il est très intelligent et très stratège. Il a plusieurs points forts qui lui permettent à mon sens d'être le plus gros stratège de l'œuvre. Le premier d'entre eux étant son côté méticuleux. Crocodile se qualifiera lui-même de personnage méticuleux au chapitre 207, en disant qu'il prévoit chaque étape de son plan et un plan B pour chacune d'entre elles, en cas d'imprévu. Mais ces stratégies marchent car il a un autre atout. Crocodile est un personnage stratégique qui s'installe sur le long terme, comme en témoigne le fait qu'il explique aux membres gradés du Baroque Works que tout ce qu'ils ont accompli durant toutes ces années, depuis la création de Baroque Works, s'inscrivait dans la réalisation de ce plan. C'est donc un homme très prévoyant, qui ne laisse rien au hasard, et qui se laisse le temps de réussir en avançant ni trop précipitamment, ni trop lentement. Avancer doucement, mais sûrement. Cette capacité à fomenter des plans lui permet, en plus d'établir des stratégies, de lire clair dans la stratégie des autres personnages, et comprendre quand une chose cloche dans la stratégie de son adversaire. Au chapitre 544, à Impel Down, c'est le seul à avoir compris qu'une chose clochait dans les actions de Teach. Il lui dit « Si le corps des Shichibukai est supposé se réunir au QG de la marine, qu'est-ce que tu fous ici? Tu fais exprès de laisser tomber ton statut de Shichibukai ?» Ce à quoi Teach lui a rétorqué que ça faisait partie de son plan. Mais Crocodile avait vu qu'une chose clochait dans son comportement. Bref, toutes ses compétences en stratégie ne serviraient à rien sans sa compétence la plus importante, sa capacité à diriger des hommes. Celle-ci peut être illustrée par le chapitre 165 dans lequel il donne un ordre aux hommes et aux femmes du Baroque Works et leur dit, je cite, « Quand vous aurez accompli vos missions respectives, le royaume d'Alabasta s'effondrera de lui-même. Il suffit d'une seule nuit pour faire de ce royaume notre utopie. » Il comptait donc avec une poignée d'hommes et sa force personnelle faire chuter un pays ainsi que son armée et vaincre aussi les rebelles qui mettent à mal le monarque d'Alabasta et son armée. Il sait utiliser ses cartes de la meilleure des façons qui soit pour atteindre ses objectifs et sait se faire obéir. Il a un vrai esprit de leader comme nous avons pu le voir à Impel Down. Dans une scène dans laquelle ils sont en mer à la merci des autres navires de guerre, les prisonniers et Luffy lui-même étaient en train de se dire qu'il fallait protéger le navire et empêcher les autres bâtiments de le toucher. Ils étaient grosso modo en train de galérer et Crocodile est venu les recadrer en leur disant, je cite, « Pourquoi se limiter à protéger le bateau alors que nous avons un navire de guerre ?» Il les a donc incités à contre-attaquer, montrant son esprit de leader et ses capacités certaines en termes de bataille navale. Au niveau de sa personnalité, Crocodile est un personnage aux multiples facettes. Tout d'abord, il est fataliste comme il nous le prouve au tome 23. Dans ce tome, il fait une démonstration de puissance à Luffy et il lui dit qu'il est temps qu'il réalise son impuissance, qu'il réalise qu'il n'est pas de taille en ajoutant que malheureusement pour lui, il est un peu tard pour qu'il s'aperçoive qu'il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter, en parlant d'adversaires qui seraient trop forts. Crocodile a peut-être commencé à penser de cette manière suite à son combat contre Barbe Blanche, tout comme Moria face à Kaido. Crocodile prenait plaisir à dire à Luffy qu'il ne pouvait rien faire. Au chapitre 178, il a créé une tempête de sable qui se dirigeait vers Toto, et il a dit à Luffy « Tu ne peux rien faire », et ceci pour l'accabler.
Il prend du plaisir à dire aux gens qu'ils sont incapables de faire changer les choses de par leurs efforts, car lui-même a accepté cette idée, en renonçant à ses rêves. Mais son fatalisme n'est pas son seul trait de caractère, ou le plus dominant. Il est aussi associable et hautain. Mais si je devais résumer Crocodile à un mot, juste un, ce serait aigri. C'est son plus gros trait de caractère, mais ce trait de caractère a une origine, son traumatisme. Crocodile est traumatisé par plusieurs choses. Dans un premier temps, il est traumatisé par sa défaite. On peut le constater dans un passage de l'Arc-Alabasta dans lequel il dit à Luffy, je cite, « Alors tu comprends, nous sommes tous les deux pirates, et quand des pirates se battent, c'est jusqu'à la mort. » Crocodile dit ça à Luffy, pourtant Crocodile est bel et bien en vie, et Crocodile a bel et bien perdu un combat face à Barbe Blanche. Pourquoi dire que le perdant doit mourir dans ce cas-là, si lui-même est en vie et a connu une défaite? Eh bien, il est peut-être rattaché à cette idée que le perdant doit mourir car celui qui l'a battu par le passé, et lui a pris sa main, l'a pris en pitié et lui a laissé la vie sauve. Il l'a laissé vivre dans la honte et ça l'aurait traumatisé. Voilà pourquoi il est rattaché à cette idée. Autre élément qui semble rattaché à sa défaite et semble l'avoir traumatisé, l'eau. Luffy le comprend au chapitre 199, c'est pourquoi il dit à Crocodile, je cite, « Une fois mouillé, tu ne peux plus te changer en sable. C'est pour ça que tu empêches la pluie de tomber. Elle te fait peur. » Il se pourrait que pendant son combat face à Barbe Blanche qui a conduit à sa défaite, celui-ci se soit fait mouiller, peut-être par la pluie ou par un tsunami engrangé par le Gura Guranomi, ce qui l'aurait empêché de se transformer en sable et rendu impuissant. Et donc ce serait pour ça qu'il aurait peur de l'eau. Bref, cette défaite l'a traumatisé au point qu'il dise à Shaka au chapitre 196 que la faiblesse est un crime. Et il n'y a pas que sa vision de la faiblesse que cette défaite a dû faire évoluer, mais aussi sa perception de ce qu'est l'échec. Au chapitre 208, quand Luffy se relève malgré toutes les blessures que Crocodile lui avait infligées, le Shichibukai lui dit « Tu es sur le point de mourir et tu te permets encore de jouer les durs. C'est bien une attitude de perdant. » Cette réplique me laisse personnellement penser que lors de sa défaite, il a eu la même attitude que Luffy, et qu'après coup il est considéré que ce comportement était honteux, car il l'associe à sa défaite. Il s'était peut-être sacrifié pour une personne lors de ce combat, et c'est ça qu'il appellerait jouer les durs en étant au seuil de la mort. Ce qui expliquerait pourquoi il considère, comme on a pu le voir au chapitre 197, que se sacrifier est une chose stupide. Dans ce chapitre-là, quand Shaka l'affrontait, le garde d'Alabasta lui a dit « Tant qu'il demeurera un souffle de vie dans ce corps, je me battrai. » Et Crocodile lui répond « C'est ce que j'appelle de la stupidité. » Il assimilerait la notion de sacrifice, et potentiellement son sacrifice qui lui a peut-être coûté son bras, à sa défaite, à l'échec qu'il a connu dans le Nouveau Monde. Il considérerait donc que c'est stupide pour cette raison. Outre sa conception de l'échec et de la faiblesse, son traumatisme l'a affecté au niveau de sa conception de la confiance, comme on peut le constater à la fin de l'arc Alabasta. Dans une des scènes finales, il tente de supprimer Robin, et celle-ci l'attaque avec de l'eau et un couteau. Mais Crocodile la contre et la transperce avec son crochet, et il lui rétorque qu'il lui pardonne pour son geste car il dit ne jamais faire confiance à qui que ce soit. Le fait qu'il ne fasse confiance à personne doit avoir une origine, car ce thème ainsi que celui de la trahison sont assez récurrents chez Crocodile. Par exemple, au chapitre 177, quand Luffy dit à Croco que pour Vivi, il va l'affronter, le Shichibukai lui rétorque « Ha ha ha, tu me fais bien rire, toi et les crétins de ton genre, vous êtes vraiment irrécupérables. Votre attachement aux autres finit toujours par vous être fatal. Moi, les gentils idéalistes que j'ai croisés, je les ai tous laissés tomber. » Autre exemple en lien avec la trahison et la confiance, au chapitre 206, Crocodile dit à Luffy « Tu n'as aucune raison de vouloir sauver ce pays, je me trompe? Alors quoi, c'est pour aider les autres que tu te bats? Mais à quoi ça rime si tu dois y laisser la vie? Si seulement tu acceptais de laisser tomber un ou deux de tes petits camarades, tu t'éviterais tellement d'ennuis. Les types comme toi sont-ils idiots? » Pour lui, trahir les autres, c'est faire preuve d'intelligence. Est-ce parce qu'il a agi ainsi par le passé, et a perdu son équipage en les trahissant et l'assume totalement, ou est-ce parce qu'une personne a agi comme ça avec lui pour s'en sortir, ce qui aurait conduit à sa défaite, et donc ce serait pour cette raison qu'il reproduit ce geste. Il prônerait ce comportement pour être de l'autre côté de la barrière. Ce serait pour ne plus être le perdant, mais être le traître qui s'en sort sans le moindre accroc. Le débat est ouvert, pour moi les deux options se valent. Pour en revenir à son traumatisme
Son plus gros traumatisme doit surtout avoir un lien avec les répercussions de cette défaite, avec en premier lieu ce qu'elles impliquent de visible, à savoir les blessures. Au chapitre 174, on voit que l'insolence de Mr. Prince, alias Sanji, l'exaspère. Elle l'exaspère au point où il met en danger sa couverture pour aller le refroidir lui-même. Il part à sa poursuite, mettant ainsi de côté ses plans, disant, je cite, « Comme tous ceux qui ont par le passé eu l'audace de se moquer de moi, cet homme va mourir. » Ces blessures sont le symbole de sa défaite, et elles sont clairement visibles. Elles ont peut-être engendré des moqueries, ce qui aurait marqué Crocodile. Mais cette défaite, en plus d'impliquer les répercussions physiques que sont ces blessures, implique aussi des répercussions morales, car en effet, Crocodile est un personnage brisé. Au chapitre 179, il dit à Luffy « Si seulement tu avais renoncé à tes idéaux, tu aurais pu vivre un peu plus longtemps. » Et au chapitre 198, il dit à Vivi qu'elle fait de la peine à voir avec ses idéaux, et il lui dit « Tu ne peux rien faire pour arrêter la guerre. » Crocodile est un personnage qui, suite à sa défaite, a renoncé à ses idéaux et à ses rêves, son rêve à savoir de devenir roi des pirates. C'est pour ça que lorsque Luffy lui dit qu'il deviendra roi des pirates, Crocodile lui a répondu, je cite, « Écoute-moi bien petit, si tu connaissais un peu mieux Grand Line, tu y réfléchirais à 2 fois avant de sortir une énormité pareille. Je te l'ai dit, les nouveaux venus comme toi, ce n'est pas ce qui manque par ici. À mesure que tu prendras conscience de la difficulté à s'imposer sur cette mer, tu finiras par renoncer à ce genre de rêve. » C'est pour son rêve qu'il a cherché à briser Luffy, tout comme lui fut brisé. Il était au début de Grand Line pour Luffy ce que Barbe Blanche a été pour lui au début du Nouveau Monde, quand il l'a vaincu. Crocodile est devenu Shichibukai assez tôt dans l'histoire. Il était alors âgé de moins de 25 ans. On pourrait se dire que c'était pour concilier ses intérêts personnels à une carrière safe, où il n'aurait pas le problème Marine sur le dos, vu qu'il ne s'oppose pas à eux, voire techniquement les aide sur Alabasta en passant même pour un héros auprès du peuple. Mais Crocodile n'est clairement pas avec la Marine, et semble se foutre autant de leur justice que des privilèges qu'offre le statut de Shichibukai. Pour preuve, il attaque Smoker à Alabasta. Et plus loin dans l'arc au tome 22, quand il voit Tashigi au sol, il lui dit, je cite, « Qu'est devenu votre chef l'enfumeur ? Il s'est enfui ? Il a eu raison. Les faibles n'ont pas le droit de parler de justice. Ici, seule la loi du plus fort compte. Regagnez donc votre quartier général. Là-bas, vous pourrez discuter de justice entre vous autant qu'il vous en plaira. » Il se dévoile clairement à elle, donc il comptait arrêter d'être Shichibukai suite à cet arc. Cette collaboration avec la marine n'était pas un accord qu'il comptait respecter indéfiniment, c'était juste un tremplin, un moyen de se retirer une épine du pied, l'épine marine, pour un certain temps, afin de continuer son ascension, mais ce n'était clairement pas une finalité pour le personnage de Crocodile. Il qualifie clairement au chapitre 154 son identité de héros qui protège le peuple et de Shichibukai qui écrase les autres pirates de couverture. Il ne se considère donc pas comme tel, et il n'est clairement pas du côté de la marine. Et ça, on l'a très bien compris à partir du moment où il a dit qu'il souhaitait concurrencer le GM en prenant les rênes d'Alabasta et en les défendant avec Pluton. Crocodile ne visait pas à créer un équilibre au sein des 3 pouvoirs que sont les amiraux, les Shichibukai et les Yonko. Il est tellement foncièrement opposé à la marine qu'au chapitre 566 il a aidé son ennemi de toujours, Barbe Blanche, qu'il détestait plus que tout lorsque la marine allait exécuter Ace. D'ailleurs, dans ce chapitre-là, quand Sengoku s'interroge sur le pourquoi il aide Barbe Blanche, Crocodile lui rétorque, je cite, « Je m'occuperai de ce vieillard agonisant plus tard. Mais vous voir aussi content de vous me rendez malade. » Il déteste donc plus la marine que Barbe Blanche. C'est un vrai pirate. Crocodile est un pirate dans l'âme, et joue selon ces règles-là. Contrairement à une Hancock qui est plus une reine, à Kuma qui était plus un révolutionnaire, à un Mio qui semble plus se définir comme un sabreur, Crocodile semble clairement se définir comme étant un pirate, et il joue selon les règles de la piraterie, et ne s'en cache pas. Il semble même en être fier vu qu'il le rabâche tout au long de l'arc Alabasta. Crocodile est un personnage qui aime peu de choses, mais il aime quand même quelques petites choses. Par exemple, il a dit à Mr. Tree au tome 18 qu'il l'a promu à son rang car il appréciait la manière perfide et rusée avec laquelle il accomplissait ses missions.
Il aime donc les façons sournoises d'avancer, et a peut-être usé de ce genre de stratagème par le passé pour arriver là où il en est aujourd'hui. Niveau puissance, Crocodile n'est pas sans reste. Il dispose d'une assez bonne résistance vu qu'au chapitre 526, on a appris qu'à Impel Down, tout comme Jinbei et Ace, il n'a pas bronché pendant le baptême, qui consistait à les jeter dans de l'eau bouillante chauffée au fer chaud. On nous a cité ces 3 personnages, ce qui implique que les autres, que ce soit Mr. One ou les membres de l'équipage de Teach, eux, ont eu une réaction quand ils sont passés par ce baptême. Outre sa résistance, Crocodile possède un fruit. Il possède un Logia, le Sunasuna no Mi, fruit qui fait de Crocodile un homme stable, et qui lui accorde la faculté de manipuler le sable et de changer son corps en cette matière. Avec ce pouvoir, il a développé un panel de techniques assez important, et très dangereux, comme par exemple la technique Desert Spada qui lui permet de trancher tout ce qui se trouve devant lui, en laissant le sol témoigner de la violence du coup, car celui-ci se fend en deux. Au chapitre 178, quand Crocodile coupe le désert en deux, il dit à Luffy, je cite, « Les pouvoirs des Akuma no Mi confèrent une force de combat incommensurable, pourvu qu'on ait appris à les maîtriser. Contrairement aux abrutis de ton espèce qui croient qu'il leur suffit juste de les posséder, moi, j'ai perfectionné les miens à l'extrême. » Il lui dit ça avant de lui montrer des techniques qui semblent assez avancées, telles que Désert Girasol, technique à travers laquelle il crée des sables mouvants. Le fait qu'il dise avoir perfectionné son fruit à l'extrême me laisse personnellement penser qu'il a potentiellement éveillé son Logia, car s'il ne l'avait pas fait, cette phrase n'aurait aucun sens. De plus, il n'est pas difficile d'accepter l'idée que certaines techniques de Crocodile, telles que celles que l'on vient de citer qui créent des sables mouvants, mais aussi Barshan qui assèche tout ce qui traverse son bras droit, ou encore Ground Seko ou Grand Death qui assèche tout son environnement jusqu'à tout tuer, soient des techniques d'un dit éveil, car elles affectent son environnement et transforment les choses en poussière ou en sable, ou les détruisent totalement en les vidant de l'eau qu'elles contiennent. Au chapitre 544, c'est Crocodile qui nous apprend que les gardes démoniaques d'Impel Down sont des Zoan éveillés. Ce concept d'éveil ne semble donc pas lui être étranger. Ce ne serait donc pas étonnant qu'il ait éveillé son Logia. Au contraire, ce serait même intéressant. Et ça expliquerait pourquoi il a dit qu'il a poussé son fruit à l'extrême. Bref. Mais en plus de tout ça, Crocodile n'est pas juste un possesseur de Akuma no Mi, contrairement à Doflamingo. Il sait aussi se battre avec une arme, son crochet. On pourrait le prendre pour un artifice, mais son crochet semble être un outil assez important, et qu'il maîtrise assez bien. Avec ce crochet, il avait planté Luffy avec une grande facilité dans le désert. De plus, quand il avait tenté d'attaquer Barbe Blanche, c'est avec son crochet qu'il comptait le faire. Et quand plus tard dans l'arc Marineford il a réussi à parer le coup du meilleur sabreur du monde, c'est avec ce même crochet qu'il l'a fait. Crochet qu'il peut changer en lame ou qu'il peut transformer en arme pour empoisonner ses adversaires. Au chapitre 540, Crocodile s'est proposé pour aider Luffy, Iwankov et Inazuma, s'il le libérait. Luffy était réticent, mais Iwankov lui dit qu'ils vont le libérer car il peut leur être utile. Luffy lui demande s'il le connaît, et Iwankov lui répond, je cite, « Oui, ça remonte à loin tout ça, à l'époque où il n'était encore qu'un rookie. Ne te fais pas de soucis, même s'il est tenté de nous trahir, je m'occuperai personnellement de lui. Il est difficile de faire confiance à ce genre d'homme, mais je connais un de ses points faibles. Bien sûr, s'il accepte de nous prêter main forte, je vais bien garder ce secret pour moi. » À partir de là, un nombre incroyable de théories sur lui ont surgi, et beaucoup ont pensé que c'était une femme pour diverses raisons, à commencer par le fruit d'Iwankov qui octroie la capacité de faire changer de sexe un personnage, mais aussi des éléments comme le chapitre 938 dans lequel nous avons une page de couverture avec Crocodile, et ce chapitre avait pour titre « A Woman's Secret », ou encore le fait qu'Iwankov insiste sur le sexe de Crocodile en l'appelant Crocoboy. Mais bon, cet argument n'en est pas un car Doflamingo aussi appelle Crocodile Crocoboy. Il l'avait par exemple fait au chapitre 560. Il en va de même pour l'argument qui dit qu'enfant, Crocodile ressemblait à une fille. À mon sens, il n'est pas utilisable car il est trop sujet à interprétation. Personnellement, je trouve qu'il ressemblait clairement plus à Mio qu'enfant qu'à Hancock. Mais bon. Son secret n'est donc pas forcément lié à son sexe, surtout qu'Oda a connaissance de cette théorie qui paraît obvious,
Donc même l'effet de surprise ne serait pas là, si c'était le cas. Mais si dans l'absolu son secret était lié au fruit d'Ivankov, il n'implique pas obligatoirement l'idée que ce soit une femme. Il se pourrait que tout comme pour Luffy, Ivankov lui ait donné des hormones pour guérir à un moment critique de sa vie, comme lorsqu'il a perdu son bras et s'est fait blesser au visage. Il se pourrait d'ailleurs que ce soit face à Barbe Blanche et celui-ci aurait peut-être à ce moment-là souhaité mourir et refusé qu'on le soigne par fierté, et que malgré sa volonté, Ivankov l'ait soigné, ce qui expliquerait le fait qu'il ait honte. Le fait qu'Ivankov l'ait soigné aurait comme pour Luffy conduit à ce qu'il perde des années d'espérance de vie, ce qui ferait sens avec le fait qu'il soit obsédé par le temps. Son obsession du temps est récurrente lors de l'arc Alabasta. Elle survient par exemple au chapitre 177. Dans ce chapitre, avant d'affronter Luffy, il jette un sablier au sol et dit à Luffy qu'il lui donne 3 minutes pour l'affronter, et pas une de plus. On revoit cette obsession du temps à différents moments de l'arc, comme par exemple lorsqu'il dit qu'il est pressé à la fin de leur deuxième combat. Certains justifient cette obsession du temps par la référence au capitaine Crochet, mais il se pourrait aussi qu'il y ait une autre raison. Cette raison. Il aurait perdu de l'espérance de vie à cause du fruit d'Ivankov, donc considère que son temps est plus précieux. Mais il se pourrait tout aussi bien que son secret n'ait aucun lien avec Ivankov ou son pouvoir. À aucun moment Ivankov a dit que son secret était lié à lui, juste que c'était un secret dont il avait connaissance, et qui semblait embarrassant. Il se pourrait par exemple que Crocodile soit l'héritier d'un trône dans un pays qui n'était pas affilié au GM, et que ce pays refusant de plier et donner une offrande au Tenryubito ait été attaqué, et que des révolutionnaires dont Ivankov les ont aidés, et que pour une raison X ou Y, que ce soit la destruction de son île ou un changement de dynastie ou autre, Crocodile fut déshérité. Ce qui expliquerait pourquoi il cherche tant à se faire son propre royaume avec Alabasta, ce qui expliquerait aussi sa honte car il a subi une déchéance sociale, ce qui expliquerait sa haine du GM et de la justice de la marine, et ce qui expliquerait le fait qu'il se fasse appeler Sir Crocodile. D'autres options encore sont envisageables. Crocodile avait une prime qui n'était pas extraordinaire lorsqu'il est devenu Shichibukai. C'est la prime la plus basse après Hancock et Baggy, si on ne compte pas Teach. Teach qui avait une prime de 0, mais qui a convaincu le GM de par sa capture d'Ace. Baggy quant à lui a apporté au GM tout son background avec Roger pour les convaincre, et Hancock est une impératrice réputée. Qu'est-ce que Crocodile a amené au GM pour être Shichibukai malgré une prime aussi basse? Car il faut le dire, 81 millions c'est très bas. Même Bobin le radin a une prime plus haute que lui. Surtout qu'au moment où il est devenu Shichibukai, il ne devait pas avoir de gros coups d'éclat vu que son combat face à Barbe Blanche se déroule après. Il a donc dû compenser cette prime assez basse avec une chose comme Teach. Il se pourrait que pour devenir Shichibukai, il ait vendu quelqu'un au GM. Il se pourrait qu'il ait vendu Ivankov, et que cet acte les a arrangés tous les deux. Ça arrange Crocodile vu qu'il devient Shichibukai, et être à Impel Down semble arranger le commandant révolutionnaire, qui pendant l'arc d'Impel Down restait à son niveau en attendant les ordres de Dragon. Et donc ce serait ça le secret de Crocodile. Ce serait pour cette raison qu'il a honte. Ce serait parce qu'il a livré Ivankov au GM pour entrer dans l'ordre des Shichibukai, mais aussi parce qu'il avait besoin de l'aide d'un autre pour atteindre ses hauteurs. Ce serait parce qu'il n'a pas fait ça seul. Ce serait donc pour protéger sa réputation et sa fierté qu'il tenterait de garder ça secret. Et ce serait parce qu'il a participé à ça que Ivankov connaîtrait ce secret. Bref, tout ça pour dire que son secret dont Ivankov a connaissance n'est pas forcément lié à son sexe. Il y a énormément d'options, toutes plus crédibles à mon sens que cette théorie, qui pour moi n'apporterait rien de plus au personnage et à l'histoire, comparé aux autres options dont j'ai parlé. Crocodile avait sauvé Ace à Marineford, ce qui a interrogé les gens sur la portée de son geste, au point que certains aient pensé qu'il était peut-être le frère de Roger, ou qu'il avait un lien avec lui, et ceci pour plusieurs raisons. Déjà de par le fait qu'il considère Barbe Blanche comme un ennemi, mais aussi pour le fait qu'il ait sauvé le fils de Roger, ou encore pour son joli Roger qui fait mousquetaire, donc rentre dans l'ambiance des pirates de Roger qui ont beaucoup de membres axés sur ce thème, visuellement, comme par exemple Peter Moo. À ça, il faut ajouter des éléments comme la page de couverture du chapitre 862 qui peut nous permettre de prétendre qu'il a un lien avec cet équipage. Car dans celle-ci, on voit en premier plan Shanks et Baggy se disputer, en arrière-plan Roger et Rayleigh, et entre les deux, un crocodile déguisé en pirate.
D'autres au contraire pensent qu'il n'est peut-être pas son frère et qu'il n'a pas de lien direct avec lui, mais que tout comme Roger ce sont un porteur du dit. Tout comme Ace et Luffy qu'il a protégé par 2 fois à Marineford, à la grande stupeur du public et des acteurs de cet arc. Robin, nous ayant dit au chapitre 165 que Crocodile était le nom officiel de Crocodile, suggère indirectement qu'il pourrait en avoir un autre. Le fait que Crocodile soit un dit ne serait donc pas impossible et ne serait pas incohérent, vu que l'idée que son nom Crocodile ne soit pas son vrai nom est une chose qui est amorcée depuis l'arc Alabasta. Mais l'idée qu'il soit un porteur du dit, aussi cohérente qu'elle soit, a quelques lacunes, par exemple l'alliance avec Doflamingo. Si celui-ci avait appris qu'il était un dit, étant donné qu'il les tient en horreur, il n'aurait jamais proposé d'alliance à Crocodile. Après, il peut très bien l'ignorer. Il ignorait bien que Law était un porteur du dit. Comme on l'a dit plus tôt, le fait que Crocodile ne soit pas le vrai nom de Crocodile est une idée totalement crédible, et introduite depuis l'arc Alabasta. Et s'il n'avait aucun lien de filiation avec une personne connue ou un groupe de personnes connues, cacher son nom n'aurait aucun sens. On nous avait caché le vrai nom de Law car c'était un dit. On nous a caché le vrai nom de Doflamingo à nous lecteurs car c'était un Tenryubito. On nous a caché le nom de Roger et son initial D car c'est un D. On nous a caché le nom de Sanji car c'était un Vinsmoke. Si on nous cache le nom de Crocodile, c'est peut-être pour faire sens avec un groupe de personnes ou une personne apparue à un moment dans le manga. On nous a caché le nom de Sanji au début, pourtant ça a fait sens qu'à partir de Zou, avec l'introduction des Vinsmoke. Il se pourrait donc que le vrai nom de Crocodile fasse sens avec une personne apparue très récemment. Rock d'Xebec. En effet, l'âge de Crocodile nous indique qu'il était né au moment où les Rocks sévissaient encore. Il se pourrait donc qu'il soit la progéniture de Xebec, ce qui explique pourquoi il a sauvé Ace à Marineford, se reconnaissant un peu en lui, vu que Ace était le fils de Roger, et lui, le fils de Xebec, un autre pirate très détesté par la marine. Au chapitre 170, quand les Mugiwara et Smoker sont dans la cage, Crocodile dit à Luffy « Tes amis ont l'air d'avoir une confiance absolue en toi, capitaine Luffy au chapeau de paille. La confiance, c'est bien la chose la plus inutile au monde. » Cette idée que la confiance soit inutile semble être une chose qu'il a forgée. Tout à l'heure, nous avions parlé du fait qu'il aurait pu trahir quelqu'un, ou avoir été trahi par quelqu'un. Mais il se pourrait aussi que ce ne soit pas une chose qu'il ait vécue en tant qu'acteur, mais en tant que spectateur. Il se pourrait par exemple que lors de sa chute, Xebec ait été trahi par ses subordonnés, en particulier Kaido et Big Mom, ce qui justifierait sa défaite face à Roger et Garp malgré ses effectifs. Et ce qui ferait sens avec certains passages de l'arc Wano, comme par exemple celui dans lequel Kaido dit à Kinemon « Les pirates vous trahiront quand ils sauront qu'ils n'ont aucune chance ». Ceci au chapitre 987. Kaido a sûrement dit ça car c'est ce que lui avait fait avec Xebec. Xebec a sûrement été trahi par son équipage, et si Crocodile a bel et bien un lien de filiation avec lui, il est aisément compréhensible qu'avec son regard d'enfant, à l'époque, cette chose ait pu le choquer, et le forger en le confortant dans l'idée que la confiance soit inutile, et qu'il ne doit jamais faire confiance à qui que ce soit. Ça justifie totalement sa conception de la confiance, et le fait qu'il pense qu'elle est inutile. Crocodile n'est pas un personnage rancunier, comme nous avons pu le constater à Impel Down lorsqu'il s'est proposé de venir en aide à Luffy, l'homme qui a contrarié ses plans et qui est responsable de sa destitution. Pourtant, il en veut à Barbe Blanche pour une défaite qui ne semble pas avoir eu autant de répercussions dans sa carrière, vu qu'il a continué à être Shichibukai après sa défaite face à Barbe Blanche. Et je me demande bien pourquoi il en veut plus à Barbe Blanche qui a causé moins de dégâts dans sa carrière qu'à Luffy. Enfin, je me le demande oui et non, car on comprend très facilement ce que représente Barbe Blanche pour lui. C'est l'homme qui a brisé ses rêves et ses ambitions dans sa jeunesse. Il a donc une place particulière pour lui, comme Kaido en a une particulière pour Moria. Il fut celui qui a brisé Crocodile, et qui l'a empêché de rêver. Il l'a tellement brisé que lors des mini-aventures qui suivent l'arc d'Alabasta, quand Miss Golden Week avec l'aide de Miss Valentine et Mr. Five ont pénétré le pénitencier dans lequel se trouvait Crocodile et ont libéré les membres du Baroque Works, Crocodile et Death Bonnet ont refusé de sortir. Crocodile est resté enfermé en attendant d'aller à Impel Down car il n'avait plus rien à faire en dehors, et il n'avait plus d'ambition, son rêve ayant été volé par Barbe Blanche, et sa revanche sur son échec par Luffy.
Il était résigné à mourir. Mais l'idée de tuer Barbe Blanche qui était à portée de main a ravivé sa flamme. Il a dit à Luffy au chapitre 540 « J'avais perdu tout intérêt de retourner dans le monde extérieur. Mais qu'est-ce que je viens d'apprendre ? Barbe Blanche et la marine sont sur le point d'en découdre. Qui aurait cru qu'il arriverait un jour où je pourrais enfin prendre la tête de cet homme ? Je nourris de grands intérêts dans cette guerre. Avec l'aide de mes pouvoirs, toi et moi pourrons enfin sortir d'ici. C'est une bonne affaire, hein ? Et tout le monde y est gagnant. » Une fois à Marineford, la première chose qu'il tente de faire, c'est de tuer Barbe Blanche avec son crochet, tuer celui qui a brisé ses rêves, mais Luffy l'en empêche. Suite à ça, pendant toute la première partie de l'arc Marineford, avec Dasbonès, il ne fait qu'affronter les pirates de Barbe Blanche, qui viennent en rute sur lui et l'éloignent progressivement de leur capitaine. Mais celui-ci n'abandonne pas l'idée de prendre sa tête, et continue à faire pas mal de dégâts dans les rangs du vétéran des Yonko, au point même que Barbe Blanche lui-même le qualifie d'emmerdeur. Et que Jaws, commandant de la 3e flotte, vienne en personne le stopper au chapitre 560. Jusque-là, le comportement de Crocodile est totalement cohérent avec ce qui avait été dit sur lui, et sur sa haine de Barbe Blanche. On va dire qu'il est fidèle à lui-même. Mais un point de basculement s'opère dans l'arc, et vient chambouler l'idée qu'on se faisait de la relation qui existait entre Barbe Blanche et Crocodile. Au chapitre 563, quand Barbe Blanche se fait planter, Crocodile sort de ses gonds, et lui dit « Tu devrais avoir honte, Barbe Blanche. Est-ce que j'ai vraiment été vaincu par un homme aussi faible ?» La réaction d'un personnage qui n'aurait que de la haine pour un autre personnage aurait été de se réjouir. Mais là, Crocodile se met en colère et l'accable, comme si Barbe Blanche était un personnage qu'il admirait, et sa réaction semblait viser qu'une seule chose, que Barbe Blanche se reprenne. Et là, certes, Crocodile reste le personnage traumatisé par sa défaite face à Barbe Blanche, comme on l'a expliqué plus tôt. Mais la relation Crocodile-Barbe Blanche semble être un peu plus complexe que « tu as cassé mon rêve, j'ai envie de te tuer ». Elle est plus complexe qu'au départ, et elle continue à se complexifier tout au long de l'arc Marineford, car celui-ci, en plus de l'encourager indirectement à se reprendre, va volontairement sauver Ace au chapitre 566. Chose qui surprend totalement Sengoku qui lui dit, je cite, « Étant donné la rancune que tu avais envers lui, en parlant de Barbe Blanche, tu es bien la dernière personne que je m'attendais à voir prendre son parti. » Même Sengoku est surpris et reste perplexe face à cette relation dont la nature semble lui échapper. Mais la complexification de leur relation ne s'arrête pas là, et au fil de l'arc Marineford, l'évolution de Crocodile continue. Au chapitre 570, Barbe Blanche était encerclé par les marines qui voulaient sa tête, et celui-ci opère un move. Il ordonne une chose à son équipage. Il leur dit, je cite, « Donnez tout ce que vous avez pour prêter main forte à Mugiwara. » Et dans ce même chapitre, 3 pages plus tard, on a Crocodile qui vient en aide à Luffy. Crocodile a suivi l'ordre de Barbe Blanche comme si c'était son capitaine. C'est d'ailleurs la première fois où il agit de cette façon. Il n'agit pas dans son intérêt mais dans celui de quelqu'un d'autre. Plus tard dans l'arc, au chapitre 578, il avait fait front commun avec les autres pirates de Barbe Blanche pour arrêter Akainu et l'empêcher d'atteindre Luffy. Tout ceci nous conduit, nous lecteurs, à nous interroger sur la réelle nature de la relation entre Crocodile et Barbe Blanche. Sont-ils juste d'anciens ennemis ou partagent-ils une autre histoire ? Si Crocodile partage un lien avec Xebec, on comprend un peu mieux leur relation, ils se connaissaient d'avant leur affrontement. Mais si Crocodile a un lien direct avec Edward Newgate, certaines zones d'ombre s'éclaircissent. Par exemple, au chapitre 593, après l'arc Marineford, quand lui et Dasbonès lisent le journal, dans lequel il est question de Luffy qui était revenu sur les lieux de la mort d'Ace, Crocodile s'interroge sur le sens de son geste, et Dasbonès lui dit en le questionnant, je cite, « Chapeau de paille est blessé. Ce genre de cicatrices disparaissent-elles facilement ?» On pourrait croire qu'il parle de sa blessure au corps, mais ce serait bizarre vu le contexte, et vu que lui-même, Dasbonès, est blessé au visage. Il doit donc parler d'une blessure qui est dans son fort intérieur, du choc psychologique causé par la mort d'Ace. Crocodile lui avait répondu, je cite, « C'est pour moi que tu dis ça ? J'ai déjà récupéré, pour preuve je vais retourner dans le Nouveau Monde pour la première fois depuis longtemps. » Crocodile n'ayant pas subi de blessure physique réelle à Marineford, il parle sûrement d'une blessure intérieure aussi. Peut-être que la mort de Barbe Blanche l'a attristé au point de le blesser intérieurement. Car oui, peut-être qu'il s'agissait de son réel fils. Si Crocodile a un lien de filiation avec Barbe Blanche, ça expliquerait, en plus d'expliquer pourquoi Dasbonès lui pose cette question, certaines de ses actions passées. Ça expliquerait pourquoi au chapitre 173, il suggérait qu'il prenait plaisir à voir le père de Koza galérer et détruire son travail qui était de creuser pour trouver l'eau de Yuba, en y envoyant des tempêtes de sable,
Ça explique aussi pourquoi au chapitre 172 il met Vivi face à un dilemme. Celle-ci savait que l'armée rebelle et l'armée royale allaient s'affronter à mi-chemin entre Alubarna et Nanohana, et elle se disait que si elle arrivait à ce point de rencontre avant, elle pouvait les arrêter. Mais Crocodile lui dit que lui et son organisation vont à la capitale, à Alubarna rencontrer le roi. Il la met ainsi dans un dilemme en lui disant, je cite, « Lequel est le plus important pour vous, Miss Wednesday, le peuple ou votre père ?» Ce serait parce que les relations avec son potentiel père sont chaotiques qu'il prend du plaisir à agir de la sorte et créer ce genre de dilemme. La puissance de Crocodile est aussi une chose sur laquelle il y a débat. Beaucoup le considèrent comme étant faible car Luffy l'a affronté tôt dans l'histoire, et sans acquis. Mais le résultat était logique, Luffy n'allait pas mourir à ce moment-là de l'histoire. Il devait avancer. Le fait qu'il perde tôt dans l'histoire face au héros ne fait pas de lui quelqu'un de faible, surtout qu'à aucun moment on nous présente Luffy comme quelqu'un de plus fort que Crocodile. Dans leur premier affrontement, Crocodile lui a dit « tu vas perdre en moins de 3 minutes » et l'embroche en moins de 3 minutes, le laissant pour mort au milieu du désert avant que Robin arrive et le sorte de là. Dans leur deuxième affrontement, Luffy crache de l'eau sur Crocodile qui esquive, puis Crocodile l'assèche totalement avant de le jeter en bas du palais, et Luffy s'en est sorti car l'eau qu'il avait crachée est retombée sur son visage, pile poil sur sa bouche, en bas, grosse coïncidence on va dire. Et dans son troisième combat, Crocodile avait empoisonné Luffy qui était d'office en échec. Même si Luffy gagnait, il était condamné, mais Robin avait un antidote. Donc par 3 fois, Luffy s'en est sorti car le scénario faisait tourner les choses en sa faveur. À aucun moment il nous est dit ni même suggéré que Crocodile était plus faible que lui. Donc ce n'est pas parce que Crocodile a perdu tôt dans l'histoire qu'il est faible. Ce n'est d'ailleurs pas parce qu'un personnage perd contre un autre qu'il est plus faible que lui. Zoro avait bien perdu contre Perona, pourtant il n'est certainement pas plus faible qu'elle. C'est pas le résultat qui détermine qui est le plus fort ou le plus faible, mais la manière dont la personne perd. Law a bien perdu contre Hawkins car celui-ci avait fait du chantage. C'est une défaite pour Law, oui, car il s'est rendu. Est-ce que Law était plus fort? Oui, sinon Hawkins n'aurait pas fait de chantage pour le vaincre. La façon dont Crocodile a perdu en ayant battu plusieurs fois Luffy qu'il avait laissé 3 fois pour mort, et qui était clairement avantagé par le scénario et les différents rebondissements, suggère clairement que malgré cette défaite, Crocodile était plus fort que Luffy. Bref, tout ça pour dire que le fait qu'il ait perdu tôt ne veut pas dire qu'il est faible, surtout vu la façon dont il a perdu. Des éléments nous permettent même de le placer parmi les Shichibukai les plus puissants. Par exemple au chapitre 570, alors que Luffy allait se faire avoir par Mihawk, Crocodile arrive et bloque la lame du meilleur sabreur, d'un mec qui est plus fort que Shanks, un Yonko, et ceci d'un coup de crochet, en lui disant « Hors de ma vue œil de faucon, fais attention à toi si tu ne veux pas que je t'écrase comme un vulgaire insecte. » Mihawk suite à ça a limite obéi à Crocodile, et n'a plus cherché de noise à Luffy. Ce mec qui est plus fort que Shanks et qui au début de l'arc a voulu s'attaquer à Barbe Blanche, s'est dit « Bon, je vais pas faire chier Crocodile ». Mais le palmarès de Crocodile à Marineford ne s'arrête pas là. Au chapitre 578, il a pu stopper Akainu avec son sable en le tranchant en deux lorsque celui-ci tentait d'attraper Luffy et Jinbei. Il s'était attaqué solo à un amiral et a réussi à l'arrêter. Dans ce même arc Marineford, au chapitre 560, quand Doflamingo avait stoppé Jaws dans son attaque, Crocodile a dit à Doflamingo qui t'a demandé d'intervenir. Il pensait donc pouvoir vaincre ce commandant de Yonko seul, et n'avait pas besoin de l'aide de Doflamingo. Doflamingo était intervenu pour lui demander quelque chose. Il lui a dit « Ça te dit de faire équipe avec moi ?» La proposition qu'il a fait à Crocodile nous indique que celui-ci semble considérer Crocodile comme étant digne d'être son égal, d'être son associé. Il ne lui dit pas « Viens travailler pour moi, mais viens faire équipe avec moi ». Par contre, Crocodile, au chapitre 560, ne le considère pas comme son égal, et il lui dit, je cite, « Faire équipe avec toi? Tu ne manques pas de toupet si tu te considères au même niveau que moi. » Ou alors, tu voulais plutôt dire, « Est-ce que tu veux faire de moi ton sous-fifre ?» On pourrait prendre cette réplique de Crocodile pour de l'arrogance, mais il est vrai qu'au moment où Doflamingo fuit Tsuru sur North Blue, Crocodile était déjà Shichibukai et avait déjà affronté Barbe Blanche. Une hiérarchie existe donc entre Crocodile et Doflamingo. Et je suis plutôt d'accord avec Crocodile quand il dit qu'il ne joue pas dans la même cour. De plus, Crocodile n'est pas arrogant avec les personnes plus fortes que lui. Preuve en est, il a du respect pour Barbe Blanche malgré le fait qu'il semble le détester.
Par contre, il n'hésite pas à manquer de respect aux personnages moins forts que lui, ou qu'il pense pouvoir gérer. Et c'est clairement le cas pour Doflamingo qu'il a clairement toisé tout au long de l'arc, et quand Doflamingo a perdu patience et l'a attaqué, Crocodile l'a aisément contré au chapitre 566. Donc Crocodile n'est clairement pas faible. L'ayant ramené à Marineford, puis dans le Nouveau Monde, Oda a été et est obligé de réévaluer sa puissance, et même de le faire encore évoluer car le personnage de Crocodile n'a d'intérêt que s'il est puissant. Crocodile et le haki. Bon, c'est un secret pour personne, même si Oda avait sûrement une idée globale sur le haki des Skypiea, le haki est une chose qui a été mal amenée. À Marineford, seules 7 personnes l'utilisent si on compte Luffy avec son coup de haki des rois, alors qu'il y avait un rassemblement avec les plus puissants marines et l'équipage Yonko le plus puissant. Pourtant, Dressrosa, des marines random qui accompagnaient Fujitora, le maîtrisait. Le haki de l'armement qui a commencé à apparaître à partir de fin Water 7 avec Garp s'est démocratisé au cours du manga. Mais comment justifier le fait que Crocodile ne l'avait pas à Alabasta? Eh bien de 2 manières. La première est que le haki de l'armement est apparu pour la première fois après Alabasta, fin Water 7 avec Garp. Oda a incorporé le haki de l'armement à cette période, il est donc logique que Crocodile ne l'ait pas utilisé sur Alabasta. Oda ne peut pas revenir dans le passé. Et comme il l'a popularisé dans le monde de One Piece qu'après l'ellipse, il est normal qu'à Marineford il ne l'ait pas utilisé non plus. À Marineford, ni Mihawk ni Doflamingo ne l'ont utilisé. Le seul Shichibukai qui l'a utilisé, c'est Hancock sur Smoker. Pourtant, Doflamingo et Mihawk ont le haki. Ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas utilisé à Marineford qu'ils ne l'ont pas. Il n'était juste pas aussi démocratisé car la question du haki est mal amenée. Mais alors, est-ce que Crocodile n'aura jamais le haki? Eh bien sa vie regarde laisse la question en suspens. Elle ne dit ni s'il le possède, ni s'il le possède pas. Donc pour l'instant, Oda peut tout faire. Il pourrait très bien faire en sorte que Crocodile, s'il apparaît, utilise le haki, malgré le fait qu'on ne l'ait pas vu l'utiliser à Marineford, comme Oda l'a fait avec Doflamingo qui ne l'avait pas utilisé à Marineford, et qui post-ellipse avait les 3 formes de haki. Mais Oda pourrait aussi faire en sorte que Crocodile ne l'ait pas, et justifier ça par le fait qu'il ait abandonné ses rêves. Le haki signifiant l'ambition, il aurait perdu son haki en renonçant à ses rêves. Et là, vu qu'il semble avoir retrouvé ses ambitions, il pourrait avoir récupéré son haki. Crocodile n'est pas un personnage qui a disparu de l'œuvre. Contrairement à d'autres personnages, son développement s'est fait non pas dans un arc, mais tout au long de l'œuvre. Et post-ellipse, il n'a pas disparu. Lorsque le monde apprend pour la chute de Doflamingo, on voit Crocodile l'apprendre dans les journaux. Au chapitre 903, on revoit Crocodile en train de lire le journal dans un décor plutôt luxueux, entouré de personnes qui semblent être ses subordonnés. Et dans ce chapitre, il apprend que Luffy est le 5e Yonko, et apprend sa prime. Oda à travers ces scènes nous montre que Crocodile, même s'il n'est pas encore au premier plan, est toujours là, et qu'il pourrait être utilisé à tout moment. S'il ne comptait pas l'utiliser, il l'aurait fait disparaître, comme Ener, ou l'aurait laissé sur Grand Line. Or là, il est allé là où le protagoniste comptait aller, au Nouveau Monde. Oda compte donc sûrement l'utiliser. Mais comment le faire? Eh bien, il y a 3 options. La première option est en lien avec la pègre. Doflamingo après sa défaite a laissé un vide dans ce monde. Un vide que Crocodile pourrait aisément combler. Voire, il pourrait se placer au-dessus des empereurs de la pègre, se mettre dans la position de Yogoro avec les boss Yakuza, et soumettre les boss de la pègre pour les rendre utiles. Actuellement, hormis Morgan qui a semé le trouble avec Sabo et Luffy, ils n'ont pas réellement d'utilité au scénario en tant qu'empereurs de la pègre. Ils sont surtout là pour faire joli ou servir de gag. Ils pourraient pourtant être utiles au scénario, et ils pourraient l'être par le biais de Crocodile s'il les utilise pour X ou Y raison. La prime de Dasbones n'a pas énormément évolué en 2 ans, ce qui peut nous indiquer que lui et Crocodile sont en train d'agir en sous-marin, et ça pourrait être dans ce domaine. La deuxième option est en lien avec Luffy. Ce serait qu'il revienne en allié de Luffy.
Crocodile avait conclu comme accord avec Luffy de s'entraider pour s'échapper d'Impel Down. La fin de leur alliance devait s'arrêter à la sortie d'Impel Down. Mais à Marineford, il envoie d'Asboness le protéger puis le protège de Mihawk, et ceci après l'ordre de Barbe Blanche. Et après la mort de Barbe Blanche, quand Luffy est tombé dans les pommes, au chapitre 578, il protège toujours Luffy. Il a réussi à stopper Akainu qui tentait d'avoir Luffy et Jinbei, et il offre même une porte de sortie à Jinbei en l'envoyant au loin avec son sable, et en lui disant « Si tu veux protéger quelqu'un, essaie au moins de le faire correctement. Pendant combien de temps comptes-tu laisser ces enfoirés obtenir ce qu'ils veulent ?» Et pendant qu'il l'envoyait au loin, il donnait des ordres aux pirates de Barbe Blanche en leur disant « Attrapez ce gamin, emmenez-le à bord d'un bateau, vite !» Il a sauvé Luffy et il est resté en arrière pour stopper Akainu, pour l'empêcher de l'atteindre. Luffy est celui qui a fait évoluer Crocodile. Rappelons que Crocodile, au chapitre 596, avait dit à Shaka, lorsque celui-ci voulait protéger la famille Nefertari, « Alors, toi aussi tu es du genre à te sacrifier pour les autres ?» Et dans cet arc, il avait dit que se sacrifier était une chose stupide. Mais dans cet arc Marineford, il s'est limite sacrifié pour un autre, pour Luffy, alors qu'il n'avait aucun intérêt personnel à le faire. Il a évolué dans cet arc pour protéger Luffy. Il se pourrait donc totalement qu'il revienne en allié, car Luffy est le pirate qu'il aurait voulu être. Car Luffy n'a jamais abandonné ses rêves contrairement à lui. Quand Crocodile a cherché à briser Luffy au début de Grand Line, quand Barbe Blanche avait réussi à briser Crocodile au début du Nouveau Monde, Luffy ne s'est pas débiné, et a continué à avancer vers son objectif, son rêve, qui est le même que celui que possédait Crocodile, à savoir devenir le roi des pirates. La dernière option est en lien avec Weeble. Comme on l'a dit plus tôt, à Marineford il a suivi l'ordre de Barbe Blanche lorsque celui-ci a dit à ses pirates d'aider Luffy. Et plus tard dans l'arc, ce même Crocodile qui avait protégé Luffy de Mihawk ne faisait qu'un avec l'équipage de Barbe Blanche, et a fait front commun avec eux pour arrêter Akainu. Crocodile, suite à cet arc, a même suivi le tout dernier ordre que le défunt Yonko a donné à son équipage au chapitre 572, à savoir de retourner dans le Nouveau Monde. Il se pourrait donc que post-ellipse, son rôle soit de réunir l'équipage de Barbe Blanche, qui a été dispatché dans le Nouveau Monde suite à leur défaite face à Teach. Voire même s'il a un lien de filiation avec Barbe Blanche, que Crocodile soit celui qui affronte Weeble, pour mettre fin à ses agissements s'il perdure, ce qui permettrait de le ramener peu à peu sur le devant de la scène, non pas en l'incorporant dans l'arc Wano, sur l'île Wano, mais dans l'arc Wano tout en le tenant à distance, comme Oda le fait actuellement avec les révolutionnaires, les Shichibukai ou autres. En le tenant à distance le temps de cet arc, tout en faisant en sorte qu'il ait une utilité dans le scénario, en affrontant Weeble, il préparerait son retour sur le devant de la scène, permettant qu'il revienne dans l'arc suivant, dans un rôle peut-être plus important, voire pourquoi pas dans un rôle de premier plan en amenant avec lui l'équipage de Barbe Blanche. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Avant de conclure, je tenais à vous parler de Twitch. On a fondé plusieurs chaînes Twitch avec notre mini-équipe de youtubeurs, Renoa, Kaiser, Yams et moi-même. Je vous invite donc à venir nous suivre à la fois sur notre chaîne commune Les Pirates du Stream, mais aussi sur ma chaîne personnelle, les deux liens seront en description. Personnellement, en plus de parler et débattre One Piece, je stream des réactions live de manga et d'anime, je fais beaucoup de Kingdom mais j'ai aussi fait Erased ou Jujutsu Kaisen, que j'ai découvert en live, et plein d'autres animes. Je vous invite donc à venir me follow sur ces deux chaînes, et pour ceux qui ont déjà follow la chaîne commune, je vous invite à rejoindre ma chaîne personnelle pour ne rien rater. Les liens seront en description. Je t'invite comme d'habitude à liker, à t'abonner, à partager la vidéo si elle t'a plu pour soutenir mon travail, mais aussi à commenter pour me dire ce que tu as pensé des différents points abordés, me dire où tu placerais Crocodile vis-à-vis des autres Shichibukai par exemple. Avant de terminer, je tenais à dire que pour faire une vidéo aussi complète, en plus d'avoir relu Alabasta et Marineford, j'ai utilisé plusieurs sources, notamment de Reddit, que j'ai complété avec des informations que j'ai récoltées dans le manga, et avec mon analyse de certains points, notamment concernant sa personnalité, son traumatisme, son évolution à Marineford et bien d'autres. Donc, concernant les sources que j'ai utilisées, les liens se trouvent aussi en description. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao la team.